Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette chronique Les Voix du Cœur, accompagnée aujourd'hui de notre chroniqueur de la chronique Rebondir vers soi, Jacqueline Arbogas. Et aujourd'hui, on saute de joie parce qu'on va parler de l'attitude positive. Bon matin, Jacqueline. Bon matin Mario, ça va bien aujourd'hui? Oh, ça va bien. Il me semble qu'il y a un petit pep qui règne pour cette chronique. Eh bien écoute, tu vas être étonné Mario, mais la plupart du temps, quand je parle d'attitude positive, en fait les gens ont des réactions du style « Ah ouais, c'est voir la vie en rose ». Oh ouais, puis tu sais, avec un peu de sarcasme, un peu d'ironie. Oh bah oui, il faut être optimiste à tout craint finalement, parce que c'est pas ça la vraie vie. Il y a toujours des ennuis, il y a toujours des inconvénients, des soucis. Et ils comprennent pas que effectivement on puisse voir la vie en rose comme semble l'indiquer l'attitude positive. Et si j'en parle même à mes clients de cette attitude positive, souvent ils ont même une réaction de retrait au départ parce que ça leur semble irréaliste, ça leur semble inadéquat, voire exagéré. Ils comprennent pas parce qu'en plus ils viennent en ayant des difficultés personnelles, en ayant une problématique dans leur vie, en ayant un passage difficile. Alors quand je leur parle d'attitude positive au départ, c'est pas évident pour eux, du tout. Et ils ont vraiment l'impression que avoir cette attitude positive, c'est un peu comme avoir la politique de l'autruche. C'est se dire « Oh, ben, il n'y a pas de problème », alors qu'en fait, il y a des problèmes, il y a des difficultés à résoudre, il y a des soucis à surmonter, mais que on se met comme un voile devant les yeux. Et ça, c'est souvent une croyance qui entoure l'attitude positive. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui, pour vraiment mieux définir ce que c'est que l'attitude positive. C'est pas seulement voir tout en rose, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas ça seulement l'attitude positive. L'attitude positive, c'est un ensemble de regards, un ensemble d'orientation qui se situe aussi bien au niveau des mots, au niveau de notre psychique, au niveau de notre attitude. Ça couvre plusieurs éléments et c'est pas juste de penser, être dans le déni et penser qu'il y a pas de problème et que les autres ils sont des problèmes de rien et puis que ça n'existe pas. Non, ça serait tout à fait irréaliste effectivement. Donc je trouvais important de bien recadrer, de bien donner les éléments, les ingrédients qui font que une attitude positive, ce n'est pas d'occulter les problèmes. Quand on a une attitude positive, au contraire, on fait face aux problèmes, au contraire, mais on y fait face différemment. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, Mario, comment j'aime les histoires. Hein? Et j'aime quand tu comptes des histoires en plus, parce qu'il y a toujours un côté solution aussi là-dedans. Hein? Il y a un exemple qui est de vie. Exactement. Il y a quelque temps, j'ai lu une histoire de Jerry. Jerry est un homme qui avait toujours été assez positif dans sa vie et qui voyait la vie du bon côté, on va dire. Et un jour, Jerry a fait une erreur. Il avait un restaurant et au lieu de fermer la porte derrière lui le matin quand il allait l'ouvrir un peu avant tout le monde, il a laissé sa porte ouverte et il s'est fait agresser et il a été très grièvement blessé par balle. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital et avant qu'on l'endorme, le chirurgien ou le médecin anesthésiste lui a posé la question « Est-ce que vous avez des allergies ?» Et Mario de répondre « Jerry, je te le souhaite pas ce qui lui est arrivé. » Jerry de répondre « Oui, je suis allergique aux balles. » Donc déjà, je trouvais qu'il avait pas mal d'humour, surtout dans une situation aussi critique. Mais après, il a ajouté « J'ai fait le choix de vivre. » Ouais. Et vous feriez mieux de m'opérer comme si j'étais un homme vivant plutôt qu'un homme mort. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il ne se voilait pas la face. Il savait que c'était grave ce qu'il avait. Il savait que sa vie ne tenait qu'à un fil, mais il préférait mettre une énergie positive, constructive en place, plutôt que je vais jamais m'en sortir, ils vont pas réussir à me sauver, etc., etc. Donc, ça m'a inspirée et je dois dire, la vie est bien faite. La vie est très bien faite parce que il se trouve que quelque temps après avoir lu cette histoire de Jerry et de son restaurant et de son agression, il se trouve que j'ai vécu un
accident domestique et que j'ai dû aller en urgence à l'hôpital parce que j'avais un de mes doigts qui était coupé et qui pendait carrément, et qu'il y avait une hémorragie, le sang saignait et que je perdais beaucoup de sang. Et pendant que j'étais dans la voiture qui m'emmenait, j'ai repensé à l'histoire de Jerry et je me suis dit, ça va bien aller et je vais tomber sur des médecins compétents qui vont savoir ce qu'ils vont faire et qui vont me récupérer mon doigt. Et je me suis mis dans cet état d'esprit où de toute manière, ça allait bien se passer. Pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, quand on arrive aux urgences, des fois on peut attendre jusqu'à 72 heures pour être vu, et j'ai un ami qui a eu une fracture l'an dernier, une fracture de la jambe, il a attendu 12 jours avant d'être opéré. Il devait être opéré pour avoir des plaques, 12 jours. Donc, c'est pas si évident que ça va bien se passer. Je suis arrivée dans la salle des urgences, c'était plein à craquer. Tombé un jour où il devait y avoir beaucoup d'urgences. Alors j'ai été voir le gardien, je lui ai montré mon doigt qui pendait et le sang qui coulait. Et je lui ai dit, écoutez, ça fait 20 minutes maintenant que j'ai cette hémorragie, c'est vraiment urgent. Il m'a dit, restez là, je vais me renseigner. Et à partir du moment où il est revenu, il m'a dit, vous êtes la prochaine à être examinée. Tout s'est enchaîné. J'ai été extrêmement bien suivie. Les gens étaient vraiment d'une gentillesse et d'une compétence extraordinaire. J'ai même réussi à être opérée par une personne qui était spécialisée dans la chirurgie plastique, évidemment, mais qui plus est, spécialiste des mains. Tout a concouru pour que tout se passe bien. Et je suis rentrée peut-être vers 12h30, 1h moins le quart à l'hôpital. J'en suis ressortie à 5h30. J'avais eu radio, prise de sang, évidemment morphine parce que il fallait antibiotiques, et même un vaccin contre la tétanos. Oui. J'avais été opérée, anesthésie locale et opération, et j'avais été réparée et mes doigts fonctionnent très bien. Donc, oui, j'étais très au fait de ce problème. Oui, je savais que je pouvais risquer de perdre mon doigt. Oui, je savais qu'il y avait un risque important d'infection. Oui, je savais qu'il y avait aussi un problème parce que j'avais perdu énormément de sang. Donc, il me faisait une prise de sang au cas où j'ai besoin d'avoir des transfusions. Donc, oui, il y avait une gravité qui était là. Mais oui, je me suis dit, je vais être bien pris en charge. Et ma confiance dans les personnes qui m'ont suivi, qui ont pris soin de moi, a fait que eux ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ben, c'est avec l'attitude que tu es arrivé aussi. Si tu serais arrivé avec une attitude désagréable, une attitude de c'est sûr que je perds mon doigt, puis il faut qu'il fasse de quoi, ça presse, sinon nanana. Bon, on sait ce qui peut se passer. Et on sait des fois aussi que c'est peut-être pas évident de garder une certaine façon de penser aussi. Parce que tout part aussi en même temps de cette pensée-là qu'on peut nourrir. Il y a une différence des fois entre la pensée et ce qu'on verbalise aussi. Tout à fait. Et donc, je voudrais, d'ailleurs, ça va me faire un bon palier ce que tu viens de dire, Mario. Il faut savoir que la pensée positive est venue assez récemment. Ça fait peut-être une quinzaine d'années. Malheureusement, j'ai oublié de noter la date, mais par contre, je peux noter la personne qui en a parlé le premier. C'est un spécialiste de la motivation qui s'appelle Norman Vincent Peale, P-E-A-L-E, et il a parlé de vision positive à l'époque et a donné cette définition. Une attitude positive constitue la manifestation extérieure d'un esprit qui se concentre principalement sur des choses positives. Est-ce que le fait de vous concentrer essentiellement sur le positif va vous empêcher de percevoir le négatif ? Non, pas du tout, mais il vous aidera à faire la part des choses. Et ça, c'est important. J'avais une personne dans ma clientèle, une jeune étudiante qui venait me voir il y a quelques années, et elle venait pour des problèmes d'anxiété, puis des problèmes d'anxiété sérieux, je veux dire. Elle était sous traitement, ça l'envahissait plusieurs fois par jour. Et ça lui pompait toute son énergie et elle avait du mal à, du coup, suivre ses études, à avoir une vie sociale, etc. C'était vraiment un syndrome envahissant. Et
effectivement, quand je l'entendais parler, sa vie était extrêmement difficile. C'était composé de problèmes, de soucis, de déceptions, de stress. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Puis chaque semaine, quand elle venait chez moi, j'avais l'impression qu'elle avait un sac plein de burks, plein de négatifs. Oui. Et il y avait de quoi, effectivement, stresser, angoisser, paniquer, etc. Alors, un jour, plutôt qu'elle me raconte comme ça ces événements qui avaient entaché sa semaine et qui avaient accentué son anxiété, je lui ai demandé de me parler d'une de ses journées, qu'elle me raconte un petit peu le déroulement de sa journée. Et je lui ai demandé, mais dans votre journée, qu'est-ce que vous pourriez me dire qu'il y a de positif une fois qu'elle... Oh ben, il n'y a rien eu de positif, me dit-elle. J'ai dit, écoutez, pourtant, moi, j'en ai vu pas mal à travers ce que vous m'avez dit. Ne serait-ce que ce matin, vous m'avez dit que vous aviez pris votre petit déjeuner sur la terrasse. Ça veut dire d'abord que vous avez une terrasse et que ce jour-là, il faisait beau, c'est positif, et que vous avez pris le temps de prendre ce petit déjeuner, donc c'est aussi du positif. Vous n'avez pas été là à devoir vous lever très vite, à partir à 4 ou 5 heures du matin parce que vous avez 2 heures de trajet, et puis que vous avez été pris dans les embouteillages, etc. Non, vous avez profité de la vie. Et ça, c'est du positif dans une vie. Et on a décortiqué comme ça sa journée pour voir tout ce qu'il y avait de positif. Et elle ne réalisait pas que, à travers ce qu'elle me racontait, elle était privilégiée. Elle avait un toit, elle avait des jobs d'étudiante, elle avait des études, elle était en études supérieures puisqu'elle était à l'université. C'est pas tout le monde qui peut avoir tout ça. Il y a bien des gens qui ne pourront jamais suivre d'études faute de moyens ou faute de capacité ou faute de proximité. Hein. Je veux dire, elle était privilégiée vraiment et elle ne s'en rendait pas compte. Et elle ne faisait plus attention à ces petits détails du quotidien. Souvent, les gens pensent que le bonheur ou le positif, ce sont des grosses choses. J'ai eu un bébé, ça c'est du positif. J'ai réussi mon examen, c'est du positif. J'ai gagné une prime au loto ou n'importe quoi, c'est du positif. Le reste dans le quotidien, non, c'est du quotidien, c'est de la routine, ce sont les habitudes, pas du tout. Et si vous voulez avoir une attitude positive dans votre vie, qui n'enlève pas du tout le côté réaliste, hein, je me définis comme une réaliste optimiste. Je fais vraiment la part des choses, je suis réaliste dans ce qui arrive, mais je regarde le côté positif, non, d'où le titre de réaliste optimiste. Eh bien, vous vous apprendrez que ça va vous nourrir et ça va vous aider à traverser les épreuves. Et ce que je demande à mes clients, c'est de travailler sur plusieurs domaines, niveaux, appelez ça comme vous voulez, facettes, parce que ça va jouer dans le fait d'avoir cette attitude réaliste, optimiste. Première chose à faire attention, c'est vraiment notre dialogue intérieur. La plupart des gens qui sont anxieux ou qui sont pessimistes ou qui ont du mal avec la vie en général sont des personnes qui effectivement vont avoir un dialogue intérieur du style j'y arriverai pas, ou bah oui, il y a qu'à moi que ça arrive, ou oh j'ai pas de chance, ou évidemment il fallait qu'elle m'enlève mon contrat, ou ah bah ça pouvait pas aboutir. Ils ont une tendance à voir le côté, comment je dirais, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, surtout avec des causes extérieures tout le temps habituellement. Bien sûr. Évidemment. Donc, de faire attention à ce qu'ils disent parce que le fait de dire « j'y arriverai pas », par exemple, ça envoie un message à mon cerveau, à mon inconscient, que je suis pas capable d'y arriver, donc il fera rien pour m'aider pour y arriver. Alors que les études ont démontré que si on envoie le bon message à son cerveau en disant « je suis capable, je vais y arriver, qu'est-ce qui pourrait m'aider à y arriver ?» L'inconscient va nous envoyer des pistes de solutions, ou des idées, ou des flashs, ou des choses comme ça qui vont être aidants. Donc, effectivement, ce dialogue intérieur, c'est important. Et vous voyez, il y a une expression que je trouve extrêmement négative au Québec. Pourtant, Dieu sait si j'aime le Québec, ça va bientôt faire 20 ans que j'y suis et je m'y sens très très bien. C'est quand on pose la question, comment ça va? Oh, ça va pas pire. Oui, ça va pas pire.
C'est quoi ça? Là, c'est dramatique. Au lieu de dire ça va bien, ou ça va de mieux en mieux, ou je me sens bien, ou la vie est belle, ça va pas pire. Oui, c'est pas pire. Là, envoyez à votre inconscient 10 tonnes, boum, comme ça sur les épaules, qui fait que, ben oui, effectivement, ça n'est pas toujours évident. Et on s'en rend pas compte. Ça fait partie de notre quotidien, donc c'est pas évident de le réaliser tant qu'on n'en a pas pris conscience. Et c'est pareil pour le dialogue intérieur. Quand vous écoutez les gens parler autour de vous, ce qu'ils vous racontent souvent, c'est aussi ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils se sont dit dans leur dialogue intérieur. Et si vous les entendez qui sont assez négatifs, vous pouvez vous déduire, vous dire que leur dialogue intérieur doit être assez négatif. Donc, c'est vraiment d'y prêter attention parce que sinon, on passe à côté de nous-mêmes et ça, c'est dommage. Ben oui, on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Hein? Oui, tout à fait. Le deuxième élément, c'est le regard que l'on porte sur les choses. Parce que, et je me souviens donc de cette cliente dont je vous ai parlé, elle avait le chic pour voir dans une situation tout ce qui n'allait pas. Okay. Ben oui, évidemment, bien sûr, je connais pas une situation parfaite, donc il y aura toujours des choses qu'on peut critiquer, qu'on peut remarquer, etc. Bien sûr. Et un des exemples les plus fréquents, vous allez au restaurant, ben vous pouvez voir que le serveur prend son temps, vous pouvez voir que les tables sont trop serrées, trop proches l'une de l'autre, vous pouvez voir que c'est trop bruyant, vous pouvez dire que ce plat vous convient pas, etc. Ou vous pouvez vous dire, il y avait beaucoup de lumière, il y avait une bonne ambiance, ce que j'ai mangé était bon, et le service était rapide, etc. Suivant la manière, suivant ce que vous allez remarquer, ça va vous laisser une impression plutôt qu'une autre en étant dans le même restaurant, je précise. Et c'est un peu comme les critiques de théâtre, de cinéma, etc. On sait bien qu'il y en a certains qui systématiquement vont voir l'aspect négatif d'une pièce ou d'un film ou d'une prestation quelconque et vont démolir. C'est comme si c'était chez eux une apologie de démolir une création. Alors que d'autres verront tout ce qu'il y a, au contraire, d'original, de pétillant, d'émouvant, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et je donne souvent cet exemple parce que j'ai en face de moi un client ou une cliente qui est là dans mon bureau. Je leur dis, vous savez, tous les matins où je rentre dans mon bureau, j'ai le choix de voir ce qui ne me convient pas dans mon bureau. Et je peux leur sauter 5 ou 6 choses qui ne me conviennent pas dans mon bureau, ou le choix de voir tout ce qui me convient dedans. À votre avis, quelle attitude va faire que je me sentirai bien dans mon bureau? Et pourtant, je suis très réaliste. Je peux leur citer, et des fois même je m'amuse à le faire, les éléments qui ne me conviennent pas et qui sont là. Ça fait partie de la réalité. Je les invente pas. Ils sont présents. Ils peuvent le constater par eux-mêmes. Mais je leur dis, si je veux être bien, si je veux que ça me plaise, ben, j'ai intérêt à aller voir tout ce qui me plaît dans mon bureau. Et je leur cite aussi tout ce qui me plaît. Et c'est ça que j'ai envie de remarquer quand j'entre dans mon bureau. Parce que ça fait que je m'y sens bien et que quand les gens rentrent dans mon bureau, l'impression qu'ils ont, elle est très positive. Oh, il est beau votre bureau. Oh, il est agréable. Oh, il est zen. Oh, il est lumineux. Oh, et j'ai des tas de commentaires de cet ordre-là. Mais c'est aussi parce que j'y mets cette énergie-là. Ben oui, parce que si tu y mettrais l'énergie négative, ben quand tu rentres, c'est sûr que les gens vont capter cette énergie-là. C'est automatique. Oui. Donc, ça, c'est aussi un élément. Un autre élément qui est en lien avec ce que je disais au début, qui est penser à ce que vous dites dans votre tête. Ça va vous guider par chaque fois. Écoutez, à tel point que j'ai dit à certains clients, chaque fois que vous penserez négatif, vous mettez un élastique autour de votre poignet, puis vous donnez un petit coup d'élastique pour envoyer à votre inconscient. Non, ça, je peux y penser. Stop. Voyez, donc pour vous dire. Mais les mots utilisés aussi. Hein. Quand je vous disais, par exemple, je vous donnais l'expression "c'est pas pire", ça joue. Mais il y a beaucoup de mots qui arrêtez, je ne veux plus, je suis pas capable, j'ai pas envie, ça me plaît pas. Je veux dire, tous ces mots alimentent le côté Burke.
je veux dire, ok, vous pouvez ne pas avoir envie de quelque chose. Parfait, c'est réaliste. Mais alors, dites-vous, de quoi j'ai envie? Si j'ai pas envie, par exemple, d'aller au bord de la mer, ben, ok, c'est correct, mais de quoi j'ai envie à la place? De façon à envoyer à votre inconscient, là aussi, la bonne instruction. Parce que les mots ont leur poids et ça joue énormément sur j'allais dire même notre physiologie. Ça va juste là. C'est normal. Ça va vraiment, c'est important. Les gens ne réalisent pas le poids des mots. Qui peuvent amener à des mots MAUX. Exactement. On se retrouve là-dedans. L'attitude corporelle. Ça, c'est encore un très, très bon outil. Avec les recherches, on en parle déjà en PNL, on en parle dans les neurosciences, on en parle en neuropsychologie. On sait que l'attitude va avoir un impact sur notre psychisme. Si je reste toujours les yeux baissés, la tête en bas, repliée sur moi-même, recroquevillée, j'aurais tendance à avoir un mal-être qui va se créer ou se perpétuer. C'est une Américaine un jour qui racontait ça et c'est venu de là aussi pas mal des nouvelles thérapies comme le MDR, le EMT, l'EFT, etc. Toutes ces nouvelles thérapies partent un peu de ce constat. Donc cette femme raconte qu'elle était dépressive et qu'à un moment donné, elle est sortie de chez elle parce qu'elle n'en pouvait plus. Puis il y avait un parc pas loin de chez elle, donc elle a été se promener dans le parc. Et en revenant, elle se sentait mieux. C'est ordinaire, hein? Alors, elle s'est demandé comment ça se faisait. Et elle a essayé de se remémorer, de se repasser le film. Elle a fait l'expérience d'y retourner plusieurs fois et de voir comment ça se passait. Et ce qu'elle a constaté, c'est que lorsque elle allait dans le parc, très souvent, elle regardait les arbres, donc elle levait les yeux, elle regardait le ciel, elle regardait la lumière, les oiseaux, les écureuils, etc. Et donc, elle levait les yeux. Et à partir de là, elle a commencé à développer sa théorie et à voir que, au lieu d'être recroquevillée comme elle était chez elle dans son fauteuil, voire même dans son lit par maman, quand elle était dehors, elle était droite et qu'elle regardait en l'air, son cerveau réagissait différemment. Et c'est vrai, et je l'ai souvent appliqué ce principe avec des personnes très dépressives. Une personne très dépressive va avoir tendance à se replier sur elle-même, à avoir le regard baissé et même à pleurer et même à être dans ses pensées, dans son kinesthésique. Ça fait vraiment partie de la physiologie et des symptômes de la dépression. Je lui demande de se lever, de regarder, de se mettre bien droit, de regarder dehors, j'ai des grandes baies vitrées, et de regarder à l'extérieur et de me dire ce qu'elle voit et ce qu'elle remarque et puis après je lui demande de se rasseoir et je lui dis comment vous sentez-vous? Je ne l'ai pas prévenue au départ de ce qui allait se passer pour qu'elle constate par elle-même que juste un changement de posture, le fait de se lever, de regarder dehors le ciel, les immeubles, etc., où elle lève les yeux, ça change les pensées au niveau du cerveau. Et ça, n'importe qui est capable de le faire. Et plus vous le ferez, mieux vous vous sentirez. Alors, bien sûr, quand on est très mal, les dépressions profondes, sévères, etc., on va peut-être y arriver une fois par jour au début, quelques secondes. Oui, c'est correct. Ça prend un début? Ça prend un début, ça prend un premier pas. Ça prend de le réaliser, de le concrétiser, de le ressentir et de le faire après. Mais petit à petit, vous allez y arriver. Oui, donc, ça va amener, Jacqueline, justement, tout ce changement de cellules du corps, hein, parce que le corps va se nourrir différemment. Et souvent, on ressent aussi une énergie physique de nouveau qui est présente. T'as le goût de faire de quoi? Tout à fait. C'est pour ça que c'est important. Puis, ne vous mettez pas d'objectifs trop
trop haut, trop ambitieux, pardon, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez vous mettre en situation d'échec et c'est tout. Donc, je veux dire, à partir d'un certain temps, il faut être réaliste. Hein, je mesure qu'1m63 et je peux pas faire les choses que un joueur de basketball qui mesure près de 2 mètres peut faire, mais je peux en faire d'autres. Hein, donc voilà. Et qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable de me lever de mon fauteuil, de regarder en l'air, d'apprécier le paysage, d'apprécier la luminosité. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée. Là où j'habite, il y a une fenêtre dans ma cuisine qui donne vers l'est. Non, vers l'ouest, pardon. Je dis l'inverse. Vers l'ouest. Donc, le matin, a priori, je ne vois pas le soleil se lever puisque ma fenêtre donne vers l'ouest. Oui, mais, ou plutôt oui, et j'ai remarqué une chose, c'est que le soleil frappe l'immeuble qui est en face de chez moi. Et donc, moi, j'ai le reflet. Ça va faire 15 ans que je suis dans cet endroit. Tous les matins, je prends plaisir à regarder ce reflet. Un jour, il est dans des tons jaunes, un autre jour, il est dans des tons pâles, un autre jour, il va être rouge sang, un autre jour, il va être brumeux, un autre jour. Chaque jour est différent, mais chaque jour, je prends plaisir à le regarder. C'est une des choses positives de ma journée. C'est simple, ça coûte rien, mais je ne me lasse pas. Je me dis pas, oh, c'est toujours la même chose. Non. Non. Une fois, il y aura une odeur en plus parce que mes fenêtres seront ouvertes et qu'il y aura l'odeur de la terre mouillée. Une autre fois, ça sera le lilas ou le magnolia qui est pas loin. Une autre fois, ça sera les oiseaux que j'entendrai chanter. Une autre fois, ça sera cette clarté l'hiver parce que le ciel est bleu, bleu, bleu sans un nuage et puis que le soleil est clair. Et chaque jour est différent. Et lorsque vous apprenez à affiner votre regard pour voir toutes ces petites choses dans votre vie qui font que vous passez à côté de ces milliers de grains de sable qui vont vous remplir petit à petit parce que c'est pas un événement qui va vous remplir votre vie, c'est pas une nouvelle qui va faire que vous serez heureux à longueur de journée. C'est vraiment toutes ces petites choses que vous aurez notées, le sourire d'un enfant, le courriel d'un ami, le compliment de votre patron ou de votre collègue. Tout ça va faire en sorte que vous aurez ce qu'on appelle l'attitude positive. Et oui, je reconnais, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous arrivent qui sont pas drôles, dont on aimerait se passer, qui vous prennent de l'énergie, qui sont douloureuses ou tristes. Écoutez, dernièrement, une de mes amies a eu un décès dans sa famille. Et oui, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement négatif, d'extrêmement difficile plutôt que négatif. Décès, elle a de la tristesse, elle a de l'émotion, effectivement. Mais parce que elle a pris mes conseils, entre guillemets, elle a appris à regarder les aspects positifs de sa vie de tous les jours, eh bien, elle s'est sentie moins atteinte, moins cette impression de vide, moins cette impression de je suis sans recours, sans solution, l'impression que le monde s'écroule sous ses pieds, parce que à côté de ça, elle a été tellement remplie jour après jour du petit quotidien des jours et même des moments privilégiés qu'elle avait avec cette personne qui est partie suite à une longue maladie. Eh bien, elle avait su prendre ces petits moments bulles, comme je les appelle. Eh bien, ça l'a aidée à travers son deuil. Elle a eu le deuil à traverser. Ça n'enlève pas la réalité des choses, réaliste, optimiste, mais elle a su le traverser de manière plus facile, entre guillemets, ou plus vivable, ou moins prégnante que ce que je vois chez certains de mes clients qui n'ont pas fait cet exercice et qui sont comme anéantis. Donc, le fait de pouvoir voir les effets d'une attitude positive dans des situations similaires, ça permet de dire oui, c'est un bon atout à se donner. Donc, pour conclure, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, faites-vous ce plaisir, donnez-vous cet outil, apprenez à apprécier les petites choses qui entourent votre vie, l'odeur d'une fleur, le fait d'habiter dans un quartier où il y a de l'animation, le fait d'être à la campagne et de profiter de l'air pur, le fait d'être au bord de la mer et de pouvoir aller nager. N'importe quel endroit au monde peut avoir ses atouts et
un de mes professeurs qui m'a enseigné racontait l'histoire souvent quand il était jeune homme, il était étudiant aux États-Unis. Quand il avait une nouvelle blonde, il l'emmenait chez sa grand-mère. Et sa grand-mère habitait à côté d'un lac, ou de l'autre côté du lac, il y avait des raffineries de pétrole. Et la grand-mère avait une petite maison sympathique avec un jardin. Les blondes qui ne voyaient que les raffineries de pétrole et qui se disaient « Oh là là, ça ne doit pas être marrant de vivre là avec les raffineries de pétrole », ils ne sortaient pas avec. Celles qui disaient « Oh, c'est super le jardin, et puis ta grand-mère, elle est adorable, et qu'est-ce qu'on a passé un bon moment », ils sortaient avec. Parce que ça traduisait un état d'esprit. Oui. Donc, je vous invite à le faire et puis à vous donner ça. Et vous apprendrez du coup à bien rebondir dans la vie parce que ça va vous aider. Et c'est un des ingrédients dans mon programme que j'ai mis en ligne qui s'appelle Rebondir vers le meilleur de soi. C'est vraiment comment rebondir plus facilement dans la vie. Ça fait partie des ingrédients de cette attitude positive. J'en parle dedans parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'aidant. C'est un outil dans votre coffret à outils qu'on vous donne là au fur et à mesure avec nos chroniques, Mario et moi, qui vont vous aider. Donc là, prenez-les, mettez ça dans votre coffre à outils, ça va bien vous aider. Voilà. Jacqueline Arbagas avec la chronique Rebondir vers soi. Une autre superbe chronique en bonne compagnie. Mario Marchand, animateur de l'émission quotidienne Les Voix du Cœur. Je vous invite à vous joindre à nous à chaque semaine comme ça pour d'autres excellentes chroniques. Et c'était aujourd'hui l'attitude positive. Merci pour ces belles enseignements. Merci beaucoup, Jacqueline, et au plaisir de se revoir pour une prochaine chronique. Ciao, ciao, les amis. À bientôt.